Like the shoes of a villager. Yeah, exactly. Everything has been thought of. Yeah. Hello, good afternoon. Is the microphone working? Bonjour à tous, est-ce que le microphone fonctionne? Est-ce que tout le monde m'entend? My name is Daniel Madden. Je m'appelle Daniel Medine, je vous remercie d'être là cet après-midi et je suis ravie d'avoir cette conversation cet après-midi avec Monica Schneiderman. Ah, cela ne fonctionne pas? Les interprètes entendent Monsieur Medine. That sounds positive. Yes. On dirait que cela fonctionne maintenant. Très bien. Alors, je m'appelle Daniel Medine. Merci d'être avec nous cet après-midi. Je suis ravie d'être ici avec Monica Schneiderman et Maria Stepanova pour parler de leur livre. Monica Schneiderman, autrice, éditrice, Maria Stepanova, autrice, poète, les deux ont publié des livres qui sont très similaires de bien des manières. Ce qu'elles font, c'est raconter des histoires familiales tout en trouvant des manières formelles très intéressantes de le faire. Et ce faisant, elles expliquent le non-dit, les informations manquantes qui ne figuraient pas dans l'histoire familiale. Alors, l'un des livres s'appelle Faux poivre. L'autre, En mémoire de la mémoire. Ces deux livres sont dédiés à la vie de gens de tous les jours, de gens ordinaires, qui ne sont pas forcément ceux qui apparaissent dans les livres d'histoires officielles. Ces livres sont basés sur différents types de documents, des documents parfois publics, des documents parfois privés, parfois des sources orales, parfois des sources écrites. Mais beaucoup des histoires qui apparaissent dans ces livres ont été sorties des côtés sombres. Et il y a une certaine incertitude qui apparaît dans les narrations, car il s'agit d'histoires qui n'ont pas encore été dites, qui ne sont d'habitude pas visibles au public dans son ensemble. Et je souhaitais commencer par vous demander comment vous aviez rassemblé le matériel, comment aviez-vous trouvé votre méthode pour composer une histoire sur le passé, sur vos familles. Histoires sur lesquelles vous n'avez pas beaucoup d'informations. Monica? Bonjour. Tout d'abord, merci d'être là et merci de m'avoir invité. Moi, je suis anthropologue. Je me spécialise dans la culture. Je ne suis pas romancière. Je n'écris pas de fiction. Moi, j'appelle ce que j'écris de la prose documentaire, car elle se fonde sur des documents. Elle se fonde sur ce que je trouve. Et le livre commence avec un silence, le silence de mon père. Moi, je ne connaissais rien de ma famille juive parce que je suis d'origine juive et d'origine polonaise. Le livre porte sur ces deux origines, qui sont mes origines. Et un jour, il y a une dizaine d'années environ, deux incidents sont intervenus. Le premier incident, c'est des informations selon lesquelles une parcelle de terre qui appartenait à ma famille juive avant la guerre
Je n'étais pas au courant, mon père non plus, et donc j'ai commencé à me renseigner. J'ai essayé de voir de quoi il retournait. Et il semblerait que ma famille juive disposait d'une petite pension, un petit hôtel privé proche de la banlieue de Varsovie, qui se situait sur cette parcelle de terrain, dans un environnement magnifique, dans une forêt, et qu'après la guerre, il s'était passé quelque chose. Alors bien évidemment, ma famille juive entière a péri dans l'Holocauste. Seul mon père a survécu. Il était très jeune à l'époque et n'était au courant de rien quant à cette propriété. C'était un orphelin et il n'y avait plus personne pour lui en parler. Et ça lui importait peu. Il était le genre d'homme à qui les propriétés matérielles lui importaient peu. Mais il semblait que ces terrains nous appartenaient. Alors j'ai commencé à y réfléchir, à réfléchir à quoi en faire. Qu'est-ce que cela voulait dire dans mon esprit que ce terrain qui était rempli de tout un tas de gens. Et puis ensuite est venu un colis des États-Unis. C'était un colis qui contenait tout un tas de photos de la famille juive de mon père. Elles dataient d'avant la guerre. Donc des photos familiales prises par l'un de mes oncles. Il y avait également des lettres sur le verso de ces photos. J'avais le nom de toutes les personnes. On me disait Frania est une tante, Salim c'est le grand-père. Et donc j'ai reçu ce magnifique cadeau qui comportait tout un tas de noms, les relations familiales entre ces personnes. Et tout d'un coup, j'ai pu imaginer qui habitait sur cette parcelle de terrain. Et pour moi, ça a commencé à prendre forme. Cette parcelle de terrain était habitée par des personnes bien vivantes qui y ont vécu pendant un certain temps, qui jouaient au foot, qui organisaient des fêtes, qui riaient, qui s'embrassaient, une vie normale en somme avant-guerre. Donc j'ai commencé à imaginer cela et puis j'ai commencé à chercher des documents d'archives pour y trouver davantage d'informations. Et c'est ainsi que cette histoire a commencé. Alors, ma famille comprend une autre branche. Elle provient d'une autre ville en Pologne. Je ne savais rien à ce sujet parce que mon grand-père a fui, il a déménagé à Varsovie, il est devenu médecin à Varsovie et a arrêté tout contact avec cette branche de la famille. Et donc, j'ai commencé à essayer de trouver tous les documents sur lesquels je pouvais mettre la main. Et donc, d'un côté, il y a des photos, de l'autre côté, il y a des recherches que vous effectuez sur cette période, sur les villes où il se situait. Maria, quand on raconte l'histoire d'une famille, mais que l'on n'a que des bribes d'informations, comment faire? Ça fait longtemps que vous vouliez écrire cette histoire. La graine avait été plantée il y a des années. Oui et non. C'est un petit peu différent. Mais moi, ce que je souhaitais dire, c'était « waouh !» En effet, cette histoire est à couper le souffle, car tout d'un coup, on doit confronter son héritage d'une manière très différente. Moi, mon histoire est légèrement différente. Après toutes les tragédies du XXe siècle en Europe, toutes les personnes n'ont pas la chance d'avoir une archive familiale complète. C'est plutôt rare, en fait. Moi, par exemple, je connais quelqu'un qui vient d'Allemagne, dont les grands-parents viennent de Wrocław en Pologne, qui avant était une ville allemande, et ils ont dû fuir la ville après que les soviétiques aient pris la ville. Et donc, ce qu'ils ont
comme souvenir, ce sont 2 photos et une cuillère en argent. Et c'est tout, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai eu plus de chance, car ma famille a du mal à se séparer de quoi que ce soit, une carte de métro, un ticket d'opéra. On garde tout. Moi, j'essaie d'y travailler, mais c'est compliqué. Et donc, on rassemble toutes ces choses, et ce depuis longtemps. Alors moi, j'ai été élevée dans une atmosphère de souvenirs, de choses dont on est censé se souvenir. Aussi, lorsque ma mère voulait faire quelque chose de sympa pour moi, que j'étais malade, que c'était les vacances, elle sortait de ses armoires des albums familiaux avec plein de photos, des gens, des couleurs bizarres, des chapeaux bizarres, et puis elle me racontait leurs histoires. Elle était un petit peu celle qui racontait des histoires familiales, car elle savait tout des ancêtres de mon grand-père. Voilà un petit peu mon quotidien pendant très longtemps. Ce n'est pas une grande surprise que j'ai commencé à écrire ce livre en mémoire de la mémoire il y a des années, quand j'avais 12 ans. Je suis plus toute jeune, mais j'ai pas mal de choses à démontrer. J'ai des manuels qui datent de l'époque soviétique et 4 à 5 pages sont couvertes de mon écriture manuscrite. J'essaie d'y raconter l'histoire de ma famille. Personne ne m'a dit de le faire. Personne ne m'a dit que j'étais obligée de raconter l'histoire de ma famille. Mais d'une manière ou d'une autre, dès le début, je ne me voyais pas comme une autrice ou une poète, mais je savais que j'allais raconter cette histoire. J'ai repoussé cette idée de moi parce que ce projet me semblait incommensurable. C'était trop compliqué, tous ces souvenirs étaient un petit peu douloureux. C'est peut-être le privilège de l'âge, du jeune âge. On ne veut pas donner trop d'attention, on ne veut pas accorder trop d'attention au passé. C'est à 40 ans que je me suis dit que j'allais m'y mettre. Or, à ce stade, plus personne n'était vivant. Ma mère était décédée. Toutes les grands-mères, les grands-pères, les grandes-tantes aussi. J'avais donc plein de lettres, plein d'histoires dont je me souvenais de mon enfance. Et j'avais toute une ribambelle de magnifiques photos, mais j'avais du mal à tout relier, à relier tous ces souvenirs entre eux. Je ne savais pas si ce magnifique homme avec cette belle barbe, c'était l'oncle Boucha, qui est décédé dans un accident parce qu'il était tombé sous un chariot tiré par des chevaux. Je ne le savais pas, je n'arrivais pas à relier le tout. Et donc, l'histoire était constituée de pièces manquantes, de lacunes, malgré le fait que je disposais de beaucoup de matériel. Aussi, j'ai dû faire des recherches approfondies qui m'ont amené à Kherson, une ville au sud de l'Ukraine où mes arrière-grands-parents vivaient à l'époque. Et lorsque je m'y suis rendue, je me suis dit, mais je ne sais rien de mon histoire familiale, car tout ce qui concernait cette ligne familiale avait été repoussé de la conscience familiale. Les gens ne voulaient pas en parler, ils ne voulaient pas s'en souvenir, parce que cet arrière-grand-père était propriétaire d'usine et quelque chose lui était arrivé durant la Révolution russe lorsque l'usine a été nationalisée. Donc c'était une histoire sans histoire et sans fin. Je savais juste que cette ligne existait et c'est tout. Aussi, je me suis rendue à Kherson où j'ai trouvé tout un tas de documents sur sa vie, mais tout ce que je trouvais sur sa vie me parlait de sa stratégie commerciale, notamment au musée local. Pas
Une photo de lui ne s'y trouvait. Pas une seule photo, pas un seul détail sur sa vie privée et aucune information sur son décès. Donc je ne sais pas s'il a péri durant la Révolution, s'il a pu s'échapper. Donc oui, chaque histoire fait des cercles autour des pièces manquantes et on ne sait pas quelle est cette information manquante sur laquelle on essaie de mettre le doigt. Voilà comment fonctionnent les choses. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Moi, j'ai une grande famille polonaise qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale. C'est effectivement une famille qui a réussi. Elle était riche avant la guerre. Mon grand-père était un grand entrepreneur. Ils étaient grands propriétaires terriens. Je connaissais l'histoire de cette famille polonaise très bien et en fait, en tant qu'enfant, en tant que jeune femme, cette histoire m'ennuyait. En effet, comme l'a dit Maria, les jeunes en ont marre du passé, ils n'aiment pas que les parents âgés racontent les mêmes histoires encore et encore. En tant qu'enfant, l'autre partie de la famille ne me manquait pas. Mon père était juif, il était silencieux, il ne parlait pas de son passé. Il ne parlait pas de sa vie avant la guerre, alors qu'il avait une famille heureuse. Il ne parlait pas non plus, bien sûr, de l'Holocauste. J'ai été très impressionnée par ce silence. J'avais peur de lui poser des questions. Je ne le faisais donc pas. Raison pour laquelle, lorsque ces documents, ces photos, ces lettres me sont parvenues, elles avaient été envoyées par une tante depuis les États-Unis, mais peu importe. Comme je l'ai dit, c'était un magnifique cadeau. Et tout d'un coup, ce vide créé par mon père, ce vide qu'il avait créé autour de lui à propos de sa famille, s'est réduit. Et à ce stade, je me suis dit, peut-être qu'il faut réduire ce silence encore davantage, remplir ce vide, en faire quelque chose, car ce vide était très pesant. Ça me fait penser à un paradoxe. En effet, d'un côté, les photos sont silencieuses. En même temps, si vous n'avez pas vu son livre, dès que vous l'ouvrirez, vous vous rendrez compte qu'il est constitué de ces photos. Ces photos font partie de la narration, elles font partie de l'histoire. Elles viennent en contrepoint du texte qui est raconté et assemblé par Monica. La photographie joue un rôle très important dans vos deux livres. Vous citez toutes les deux Susan Sontag sur la photographie. Vous examinez la photographie d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue philosophique. Alors, je me pose la question, Monica, à quel moment avez-vous pensé intégrer ces photographies pour en faire, pour qu'elles fassent partie de votre livre? Vous êtes éditrice, vous savez que c'est cher que d'intégrer des photos. Or, elles font partie intégrante du livre et je dois dire qu'elles apparaissent avec les notes et les commentaires de votre parent américain qui vous les a envoyés. Et c'est tout écrit en anglais, bien souvent avec les noms en polonais. La personne numéro 1, c'est telle personne, la personne numéro 2, c'est telle personne. Alors, à quel moment est-ce que vous avez pensé à intégrer ces photos? Eh bien, je suis très chanceuse car je suis ma propre éditrice, donc j'ai pu facilement dire oui, oui, je t'autorise à les publier, même en couleur si tu veux. Je trouve qu'elles sont très importantes dans le cadre de cette histoire. Par ailleurs,
Le sujet principal de ce livre, c'est une célébration de ces personnes qui m'étaient entièrement inconnues, même si mes aïeux écrivaient de manière en amateur et étaient parfois publiés, mais après eux, il ne restait plus de traces. Surtout après que le plus jeune frère de mon père, qui est décédé, je crois, à l'âge de 11 ans, à Treblinka, est décédé. Donc, c'était mon sujet. Mon sujet, c'était que leur visage soit vu par les gens. Ils ont réellement existé, ils ont eu une vie comme nous avons la nôtre. J'aurais jamais pu imaginer ce livre sans aucune photographie. Ce livre a été écrit, vous le savez, grâce à eux. Et comme vous le dites, ils parlent d'une certaine manière, et de manière différente en fait. Vous commencez à avoir un sens de leur personnalité, vous les voyez évoluer au fil du temps. Je dois dire que la structure du livre est assez fascinante car il y a les deux branches de votre famille. D'un côté, vous avez le côté juif de la famille dans la première partie du livre. Il y a très peu de documents écrits à leur sujet. Vous avez des photographies, mais vous avez aussi des citations qui émanent de l'histoire orale, qui permettent de contextualiser les choses. Pour la seconde partie, vous avez beaucoup plus de matériel. En effet, il s'agit de nobles terriens. Est-ce que je peux dire quelque chose? Eh bien, l'une des impulsions qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais été élevée avec le portrait de ma grand-mère polonaise, qui était d'ailleurs toujours présente. Elle était là dans notre appartement. Et ce portrait a été fait en 1941, en juillet 1941. Elle est assise sur une branche, elle est très élégante. C'était une femme très belle, très élégante. Elle porte un petit collier de perles, un petit peu comme le vôtre. Elle porte un chapeau estival. Elle porte une belle veste. Elle est heureuse. On est en juillet 1941. Or, à ce stade-là, à 150 km de là, mon autre grand-mère, qui était aussi une très belle femme, très vivante, a été tuée durant un pogrom. Je me suis rendu compte de cela. Et c'est aussi ce qui m'a poussée à écrire ce livre. Maria, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce sujet? Oui, avec grand plaisir. Je vous écoute, Monica, et je remarque les parallèles et les différences entre nos deux histoires et c'est extrêmement intéressant. Ma mère était aussi écrivaine et poétesse amateur. Je me demande ce qu'il en est de nous. Est-ce que pour nous, c'est une mission pour nous transmise par nos mères qui n'ont pas pu l'accomplir? Je n'utilise pas de photos, à une exception près, fait remarquer Daniel. Il y a une photo à la fin du livre et je l'ai fait sciemment. J'ai beaucoup d'archives familiales, donc ce ne sont pas les photos qui manquent. Mais mon histoire est en même temps différente et semblable à la vôtre. Ma famille est composée de ceux qui ont réussi à survivre et qui vivaient leur petite vie en marge de l'histoire, aux marges de l'histoire. Et cela rend difficile leur description. Pourquoi voudrait-on raconter leur vie? Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, leur vie? Est-ce que il ne leur est arrivé rien de particulier, heureusement. Ils étaient ingénieurs, architectes, médecins, et j'en passe.
Et il faisait beaucoup d'efforts pour ne pas être visible. On était plus en sécurité si on était invisible. Il fallait se rendre inintéressant pour augmenter ses chances de survivre. Mais les livres s'écrivent au sujet de personnes intéressantes. Donc, si vous lisez une biographie de Mussolini, de Kafka, il y a plusieurs chapitres au début. Parce que la seule chose intéressante, c'est quand Kafka arrive. Alors, la question se pose de savoir comment écrire les histoires de personnes ordinaires que l'on aime de tout son cœur et dont on a à cœur qu'ils ne soient pas oubliés. Si vous savez que plusieurs générations de votre famille avaient fait des efforts pour rester invisibles, écrire à leur sujet, c'est les mettre sous les feux de la rampe. Moralement, comment est-ce que cela se passe? Est-ce que j'ai le droit d'exposer ma famille dans tous ces aspects? Mais j'avais une forte envie de raconter cette histoire. Dans notre monde laïque, la mémoire, c'est ce que nous avons de mieux pour se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler la mémoire éternelle. Donc, j'avais une forte envie, je ne me sentais pas le droit d'écrire ce récit. Il me fallait trouver une solution. Alors, j'ai décidé de raconter les histoires sans montrer les visages. C'est pourquoi j'inclus un chapitre qui décrit des photos. Et je laisse au lecteur le soin de se faire une image mentale sur la base de ma prose. Mais je ne donne pas, je n'inclus pas les photos, sauf celle de la dernière page. Les photos sont fascinantes aussi. Oui, est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'était très intéressant que vous disiez que votre famille souhaitait être invisible. C'est ce que mon père faisait pendant la guerre. Il était médecin. Avant la guerre, il a donné un entretien après la guerre et on lui a posé la question de savoir comment il avait survécu à Auschwitz et il disait « Je me mettais au milieu de la foule. Je me faisais petit. » Et après la guerre, il essaie aussi de rester toujours au milieu de la foule. Il n'a jamais donc pris d'initiative pour se rendre visible. Non. Et vous savez, quelqu'un qui a subi un tel traumatisme essaie de supprimer ses mémoires. Je lui ai montré mon histoire et il était très heureux que j'ai écrit son histoire. Je pensais aux photographies qui captent un moment fugace et qu'elles préservent ce moment qui depuis longtemps est passé. Olesia parlait des bottes de son frère et du rôle des objets qui sont investis de nos associations avec des personnes disparues. Et dans l'édition russe de votre livre, il y avait ces petites figurines sur la couverture qui ont un rôle important, figuratif ou comme métaphore. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Que signifient ces figurines pour vous? Je pourrais les décrire, mais je préférais que vous nous expliquiez leur importance symbolique pour vous, l'importance symbolique de ces objets. Cela s'est fait par accident.
Lorsqu'on entame un projet artistique ou un projet d'écriture, il y a toujours beaucoup d'accidents qui se transforment en autre chose. C'est une sorte de danse pendant laquelle des significations émergent. Donc, je faisais les recherches pour mon livre et sur un marché aux puces, j'ai acheté une petite figurine haute de 3 cm à peu près en porcelaine blanche. Elle était endommagée. Donc, cette petite figurine, c'était un enfant, peut-être un garçon, peut-être une fille, aux cheveux bouclés, un seul bras, et il lui manquait aussi une partie d'un bras. Donc, une jambe et un bras manquants. J'ai demandé à la vendeuse si elle avait d'autres figurines de ce type, mais intactes. Elle a dit non. Justement, ces figurines ont été fabriquées en Allemagne. Et après 2 guerres mondiales et tous les bombardements, toutes ces figurines avaient des parties manquantes. La tête, les bras, les pieds. Donc, ce sont des articles endommagés. Mais au départ, bien sûr, les figurines étaient complètes. Donc, j'ai mené d'autres recherches et j'ai découvert des histoires très intéressantes sur ces figurines qui s'appellent les Charlottes congelées. Aux États-Unis, il y a même une chanson qui a été écrite à ce sujet au 19e siècle. Pour moi, cette figurine très simple et très endommagée, mais qui avait encore tous ces traits humains, était symbolique à plusieurs niveaux. Elle pouvait être le symbole d'une histoire qui n'est jamais complète. Mon histoire avait plusieurs membres qui manquaient, peut-être encore plus, je ne sais pas. Et peut-être que ces petites figurines pourraient être des symboles, des ersatz de ma propre famille. Comme pour tous les habitants du XXe siècle qui ont survécu, qui ont réussi à passer à travers. Donc, je me suis dit que nous vivons maintenant dans une société post-catastrophe, mais je pense que c'était simplement une interlude. En fait, nous vivions une période pré-catastrophe. J'ai changé de point de vue, mais les figurines servent toujours de rappel des possibilités de survivre et de rester soi-même malgré les lésions. Et d'ailleurs, l'individualité vient de ces défigurements individuels. Oui. Auden a écrit un article intéressant pendant les années 30 qui parle de traumatisme. Bon, tout le monde parle de traumatisme maintenant. On n'utilisait pas le terme à l'époque, il ne parlait pas de trauma ou de traumatisme. Mais il en parle de manière intéressante. Il pense que c'est une expérience formatrice. Il pense que nous avons besoin d'une catastrophe ou d'un traumatisme privé, ou que tout le monde en rencontre. Et ce qui nous rend différents les uns des autres, c'est la forme de ce traumatisme. Donc, c'est une force qui nous façonne et qui nous transforme
en personne entière, complète, en personne humaine, en somme, ce qui constitue une approche intéressante, je trouve. Est-ce que je peux vous poser une question sur un autre type de traumatisme manifesté par des objets physiques? Excusez-moi si je massacre le terme polonais, Pozidowski. Ce sont les objets laissés derrière eux par les Juifs déportés, tués, assassinés. Il y a des passages très dérangeants tout à travers votre livre sur ces artefacts laissés par les Juifs et conjugués au récit de leurs voisins. Comme vous l'avez dit, à quelques kilomètres les unes des autres, ces deux femmes vivaient des expériences bien différentes et peut-être que dans certains cas, les personnes qui étaient à Auschwitz avaient eu des relations avec des personnes qui étaient comme votre grand-mère ou tante. L'histoire de la Pologne est particulière. Il y avait la possessivité autour de ces objets que les gens se jalousaient, convoitaient. On y viendra tout à l'heure, mais il y avait l'aspect historique aussi, parce que les pogroms se sont poursuivis après la fin de la guerre. Je n'ai pas fait de recherche en la matière, je ne suis pas expert, mais dans l'histoire d'une famille, lorsque vous avez essayé de documenter l'histoire de la famille de votre père, ces pogroms doivent être pris en considération. Oui, mais quelle est la question, Daniel? J'ai compris tous les mots, mais je n'ai pas compris la question. Voilà la question. Ce sont deux aspects de votre narratif ce sont tous deux aspects qui sont sous-représentés dans les récits ou les discours de la guerre et de l'après-guerre. Est-ce que vous pouvez nous parler de la propriété des biens individuels propres? Oui, parce que le livre ne raconte pas uniquement l'histoire de ma famille, mais également des relations entre les Polonais et les Juifs pendant la guerre et avant la guerre aussi, parce que la Pologne a connu des pogroms pendant les années 30. L'atmosphère est devenue de plus en plus irrespirable et de plus en plus antisémite. Pendant la guerre, c'est très difficile d'en parler maintenant parce que c'est une question extrêmement politique. Encore aujourd'hui, la société est divisée entre deux camps. Bon, je schématise, mais un camp croit que les Polonais étaient tous très courageux et qu'ils ont tous risqué leur vie pour aider les Juifs et qui sont victimes tout autant que les Juifs, et un autre camp, moins nombreux, heureusement, moins nombreux, connaît le contexte historique pendant la guerre, connaît le rôle des Polonais et sait que la plupart des Polonais est resté indifférent au sort des Juifs. J'en parle dans mon livre. Il y a eu beaucoup de trahisons de Juifs et dénonçaient même leurs voisins polonais qui cachaient des Juifs. Et il y a même eu des assassinats de Juifs. Après la guerre, il y a encore eu des pogroms en Pologne.
À Radon, une petite ville où l'autre partie de la famille de ma père vivait. Un cousin de mon père a survécu, mais en 1945, à Radon, un petit pogrom a été fomenté, suite à quoi il a quitté la Pologne avec sa femme. Il n'est plus jamais revenu, comme c'est le cas de la plupart des Juifs polonais après la guerre. Peu sont revenus au pays, tellement cela avait été difficile et affreux pour eux. L'autre problème, ce sont les biens juifs pillés et volés par les voisins polonais. Même avant l'assassinat de ces voisins juifs. Bon, après le décès de ces Juifs, on se servait librement. Et dans la langue polonaise, on ne parle pas des biens juifs, on parle de biens post-juifs. Pour s'innocenter, pour se dédouaner, pour se dire qu'en fait, on n'a pas volé parce que les Juifs étaient déjà morts. Les maisons post-juives, les maisons polonaises regorgent de couvertures, de poteries, de candélabres, de tables, de meubles. Mais les gens ont quand même honte de cela. Maintenant, ils n'en parleraient pas publiquement. Ils ne le reconnaîtraient pas publiquement. Mais c'est quand même plus facile de dire que ce sont des biens post-juifs ou de la période post-juive. Dans la partie occidentale de la Pologne, on parlait de l'époque post-allemande aussi. Nous avons publié un livre sur ce sujet, Post-Allemagne, et c'est un livre qui a connu un certain succès en Allemagne, Christina Kuczek. C'est un travail de psychologie sur le langage et la linguistique. Ne pas dire juifs, mais post-juifs. Ils ne sont plus là, ils n'ont plus besoin de ces biens, on peut les prendre. Il n'y a plus de juifs. J'ai beaucoup d'autres questions, mais je ne voudrais pas les poser au détriment du temps que nous pourrions avoir pour permettre à l'assistance de poser des questions. Est-ce que vous voulez poser des questions à Monica ou à Maria? C'est le moment de lever la main. Thank you. Merci. Étant donné où on se trouve en Europe à l'heure actuelle et les endroits où vivaient vos familles, est-ce que ce type d'histoire familiale n'est-elle possible qu'en Europe de l'Est et qu'ici, ce type d'histoire familiale serait complètement différente en raison du contexte historique. Et là, je parle de stabilité. Voilà ce que je me pose comme question. Eh bien, moi, d'après moi, non. J'ai un peu d'expérience parce que j'enseignais l'écriture familiale dans différents endroits, aux États-Unis, en Allemagne. Donc j'ai des points de comparaison. Et j'imagine que l'on vit dans un contexte qui est plutôt mondialisé, qui est caractérisé par
beaucoup d'attention portée au passé. Le passé gagne en importance, il devient bien plus séduisant que l'avenir. Le passé devient politique et on en subit les conséquences. On subit les conséquences de la valorisation du passé. La Russie avec l'invasion en Ukraine, c'est une guerre de la mémoire, d'une certaine manière, et que l'on traite par l'appropriation et par la répétition d'un certain nombre de choses qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça va bien plus loin, bien plus profond que cela. Moi, j'ai dû passer quelques heures hier à l'aéroport. Donc, j'ai pu regarder avec attention tous les livres dans la librairie. Si l'on compare les livres aux livres d'il y a une vingtaine d'années, c'était des best-sellers, de la fiction, des choses traduites de l'anglais. Or maintenant, on a des étagères de non-fiction, c'est 50% de fiction, 50% de non-fiction. Et la majorité de la non-fiction traite du passé. C'est assez intéressant. Et je dirais que ces catastrophes formatrices décrites par Oden a laissé sa marque sur chaque pays européen de manière différente, dans des endroits différents. En Grande-Bretagne ou en Angleterre, par exemple, c'était la Première Guerre mondiale, lorsque une majorité de jeunes se sont rendus sur le champ de bataille et y ont péri. En Allemagne ou en Russie, j'imagine aussi la Pologne, je dirais que c'est la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste. Donc, les choses sont légèrement différentes, mais il y a un attrait quasiment sinistre et un intérêt qui est quasiment le même. Et il y a beaucoup de livres écrits qui portent sur des histoires familiales. Parfois, elles sont liées à l'Europe de l'Est, car notre histoire diffère de celle de la Suisse ou de celle d'une région de la Suisse, celle d'une région de la Russie. Mais c'est comme un tapis, c'est tout tissé à partir de différents tissus. Et ce que l'on voit, c'est l'apparition de ce type de littérature qui a encore de beaux jours devant elle. Je crois que vous avez tout dit. En tant qu'éditrice, je peux dire que tout du moins en Pologne, il y a eu une espèce de renaissance. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement le cas en Pologne, mais nous avons vu une renaissance des histoires familiales, des histoires personnelles, des mémoires, non seulement provenant d'Europe de l'Est, non seulement provenant de familles juives, portant sur l'histoire juive, mais il y a d'autres histoires. Le passé semble être quelque chose de très important à l'heure actuelle. Notre maison d'édition publie beaucoup de ce genre de livres. Nous avons peut-être le temps de prendre une question de plus. Ou sinon, vous pouvez également poser vos questions durant la séance de dédicace. N'hésitez pas à monter à l'étage supérieur, trouver ces deux livres qui sont en vente dans plusieurs langues. J'aimerais remercier tant Maria que Monica, ainsi que nos deux interprètes qui nous ont accompagnés tout au long de la journée. Et nous remercions le modérateur. Merci beaucoup à toutes les deux.